C'est pas une question. Bon, ben, bonjour tout le monde. Un, deux, un, deux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle soirée Lamartine. Alors, on est très contents ce soir, puisque on vient d'apprendre, vous ne savez pas, qu'on était la seule librairie à avoir, de Paris, à avoir l'honneur de recevoir un écrivain qui est aussi scénariste, qui est aussi essayiste, qui est aussi avocat, qui est un grand défenseur des droits et de la liberté. Je veux bien évidemment parler de M. Richard Malka. Alors, Richard Malka vient nous parler de son nouveau livre qui s'appelle Après Dieu, aux excellentes éditions Stock. Alors, Après Dieu est un livre qui est dans une collection de chez Stock qui a été créée en 2018, que certains d'entre vous connaissent peut-être, car c'est une collection qui est quand même plutôt pas mal installée depuis un certain temps. En 2018, si je me souviens bien, le premier à avoir publié dans cette collection était Kamel Daoud. On a eu depuis Leila Slimani, Lola Lafont, etc. Et le principe est simple. Le principe, c'est on confie à un écrivain la possibilité, on donne à un écrivain la possibilité de passer une nuit dans un musée. Donc vous voyez le titre, tout ça est très raccord. Une nuit dans un musée et de nous raconter ensuite cette fameuse nuit passée au musée. Alors Richard Malka a décidé de nous emmener au Panthéon. Alors vous allez me dire, c'est pas totalement un musée, alors c'est pas non plus totalement pas un musée, c'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé? Alors d'abord, est-ce qu'on est venu vous chercher ou est-ce que vous avez sollicité l'édition? Alors, puisqu'on est entre nous et que personne ne le répétera, je vais vous donner la vraie version. Il y a des gens de chez Stock ici, donc je ne sais même pas s'ils la connaissent eux-mêmes. En fait, mon éditeur habituel, c'est Grasset. Et puis Manuel Carcassonne part de chez Grasset, il part chez Stock. Il part chez Stock. Et on se connaissait déjà, donc il m'invite à déjeuner, à prendre des verres, il cherche à me recruter. Je dis non, écoute, je suis bien chez Grasset, mais on trouvera bien un jour. Et puis un jour, justement, il me parle de cette collection, Une nuit au musée, et là, il dit bon, ça c'est pas trop une infidélité, c'est une collection, ça a du sens. Il m'envoie le Daoud et le Slimani, je les lis, je trouve ça très séduisant, et je vais le voir. Ça faisait des années quand même qu'il me draguait, et je lui dis ok, banco, je suis partant. À partir de ce jour-là, j'en ai plus jamais eu une nouvelle de Manuel Carcassonne. Et ça a duré comme ça des années. Je me suis dit, bon, je sais pas. En fait, il voulait juste que je lui dise oui. Et puis, des années plus tard, c'est Alina, la directrice de collection, qui revient vers moi, parce qu'elle avait entendu parler de cette histoire, et elle est tombée des nues. Elle m'a dit, mais c'est pas possible, évidemment, faut que tu la fasses. Et donc, je lui ai dit, mais moi, j'étais d'accord il y a 5 ans, je suis toujours d'accord aujourd'hui, allons-y. Et déjà, à l'origine, j'avais pour idée d'aller au Panthéon. Alors, dans les médias, je raconte que c'est parce que ça avait du sens de parler avec Voltaire, tout ça. En vérité, c'était juste pour me faire plaisir. Parce qu'aller au Panthéon de son vivant, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et donc voilà, j'ai passé cette nuit complètement inoubliable dans ce lieu magique. La seule chose que je n'avais pas calculée, c'est que il fait un froid de gueux.
mes OS avaient gentiment prêté, les officiers de sécurité m'avaient gentiment prêté un oreiller, j'ai oublié de me donner, l'oreiller était trempé le matin. C'est d'une humidité, donc mes poumons étaient évidemment dans le même état, et j'en ai eu pour trois semaines d'antibiotiques à la suite de cette aventure, mais je ne regrette rien, honnêtement. J'étais seul, enfermé de 9h du soir à 7h du matin. J'ai couru, j'ai hurlé, je me suis allongé, j'ai regardé Star Trek, enfin j'ai fait n'importe quoi dans ce Panthéon. J'ai écrit le dernier chapitre, et puis surtout c'est des sensations qui m'ont permis ensuite d'enrichir ce que j'avais déjà écrit. Parce que là aussi, sur le terrain de la confidence, évidemment, aucun écrivain n'écrit un livre durant une nuit. Ça n'existe pas. Donc en fait, j'avais déjà écrit les 2/3 du livre quand j'y suis allé, mais j'ai saupoudré ensuite tout le livre, des sensations que j'avais ressenties pendant cette nuit. C'est un véhicule génial, cette collection, parce que ça vous pousse là où vous n'avez pas forcément envie d'aller, en tout cas moi, sur le personnel, forcément, on passe une nuit tout seul dans la pénombre, ça pousse à l'introspection. Même si ça doit être mon seul point commun avec Voltaire, j'étais content d'en trouver un, à faute d'en avoir le génie. Il n'aimait pas non plus l'introspection. Et au moins j'ai un point commun avec lui. Mais là, on est forcé de s'y livrer un peu. Donc voilà, je repars dans mon enfance, je parle de mes parents. Pas du tout quelque chose de facile pour moi. Je suis assez pudique. L'éditeur m'a engagé sur cette voie à aller un peu plus loin parce que c'est le principe de cette collection aussi. Donc je l'ai fait et au final j'en suis content parce que ça a du sens de le faire. Ça explique aussi pourquoi ces engagements, pourquoi ce combat, pourquoi avoir épousé ces causes. Et puis ça m'a permis de parler de Georges Trégemal, une sorte de père spirituel, de Robert Badinter, de tous ceux à qui je dois tant. Et j'ai écrit ce livre, et après je vais te redonner la parole, parce que je crois que c'est un dialogue normalement. Et j'ai écrit ce livre vraiment d'une traite. Ça a été un vrai bonheur. Parfois c'était d'une fluidité. Je pense que c'est un thème que je travaille depuis très longtemps. Mais je sais pas, je l'ai écrit en 2 mois. Alors, il y avait un peu de documentation avant quand même, sur Voltaire, sur le Panthéon. Mais une fois que j'ai pris la plume, ça a été vraiment un vrai plaisir. Il n'y a pas eu de souffrance. C'était un vrai bonheur d'écrire ce livre. Alors, on vient d'évoquer j'espère que ça se ressent dans le dessin. Oui, je pense. Pour ceux qui l'ont lu, il y a quelque chose de... Voilà, il y a cette nuit qu'on traverse, on traverse réellement la nuit. C'est-à-dire que c'est pas du tout... Il y a quelque chose de ce voyage qu'on fait ensemble, en fait. C'est pas du tout théorique, c'est pas du tout... on est ensemble, on est sur ce... Effectivement, on est un petit peu déçu par les moyens. C'est vrai que on s'attendait à un truc un peu plus confort. J'ai l'impression que stock, après, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai qu'on va traverser cette nuit. Mais alors, on traverse cette nuit dans un lieu, le Panthéon, mais on traverse cette nuit aussi avec un monsieur qui est Monsieur Voltaire. Donc, j'avais la question un peu de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a le Panthéon parce qu'il y a Voltaire et donc le livre, ou est-ce que c'est l'inverse, en fait? C'est-à-dire, qui amène l'autre? Alors ça, c'est pas évident de répondre parce que sans Voltaire, sans ce qu'il apporte, sans ce qu'il a initié, y compris la Révolution française et la mise à l'écart de Dieu, il n'y aurait pas de Panthéon. En fait, le Panthéon est la résultante du combat des encyclopédistes de Voltaire qui ont inspiré les révolutionnaires, qui ont fait de ce qui devait être une basilique un temple laïque. Puisque la construction du Panthéon n'a pas été terminée avant le début de la Révolution, donc ça n'a jamais été construit. Mais en même temps, le Panthéon, le premier qui est panthéonisé, c'est Mirabeau, par les révolutionnaires. Mais Mirabeau, ensuite, on se rend compte que, les révolutionnaires, là, on est chez les durs, chez Robespierre, on se rend compte que finalement, il avait parlé avec Louis XVI dans une histoire des armoires de fer, et qu'il avait quelques incointances avec la monarchie,
Et donc, à l'époque, on ne badinait pas, on le dégage de sa tombe au Panthéon. Et du coup, Voltaire se retrouve à être le plus ancien pensionnaire de ce lieu. Et pour les révolutionnaires, c'est une évidence. Voltaire, Rousseau, après lui, c'est les deux sources d'inspiration, en fait. Donc, ils sont étroitement liés. Et dans ma démarche, alors, plus que le Panthéon encore, je vais voir Voltaire, évidemment. J'ai envie de... c'est mon principal... c'est celui qui m'inspire dans le combat contre le fanatisme, puisque c'est ce qui a mené ça de bout en bout. Donc oui, j'avais besoin, là, pour redevenir sérieux, j'avais vraiment envie de dire tout ce que j'avais envie de dire sur ce sujet dans un véritable livre. Alors les précédents sont des livres aussi, mais ils sont tirés de mes plaidoiries. Là, c'est pas le même exercice, c'est plus court, on veut convaincre, c'est axé sur un angle. Et là, je m'étais dit, mais c'est mon souhait de convaincre toujours par tous les angles possibles, d'aller sur les sujets que je n'ai pas le temps de traiter dans une interview ou même en plaidant parce que c'est trop long, comme le voile par exemple, c'est trop complexe, il y a besoin de nuances. Et donc j'avais vraiment envie de faire cet exercice-là. Et évidemment, dialoguer avec Voltaire, qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux pour se livrer à cet exercice-là. Donc ce dialogue imaginaire, là aussi, ça m'a permis toutes les audaces. Et ça m'a permis d'aller au fond de ce que j'avais envie de dire. Et alors, Voltaire, il apparaît quand dans ta vie, en fait, sur le... Comment Très tôt, parce que dès la 6e, je suis au lycée Voltaire. C'est vraiment une poursuite depuis toujours. De la 6e terminale, je suis au lycée Voltaire, mais à l'époque, je ne sais même pas trop qui est Voltaire. Évidemment, en fait, il apparaît comme tout le monde, je pense, par Candide. C'est l'entrée dans l'œuvre de Voltaire. Et là, mais déjà, je sais pas, je veux dire à quel âge on lit ça, j'imagine. Ils vont beaucoup au collège, effectivement. Sur 5e, comme ça, je vais avoir, je sais pas, 12-13 ans. Et là, ça résonne. Là, je trouve la langue délicieuse, savoureuse, c'est brillant. Les contes de Voltaire et ses correspondances sont vraiment ce qui est le plus intéressant. Ces tragédies n'ont pas passé l'épreuve du temps, alors que c'est ce qui lui importait le plus, parce que c'était l'art majeur, le théâtre à l'époque. Mais même Mahomet le prophète, franchement, à lire aujourd'hui, il faut s'accrocher un peu. Ces correspondances, ça, vraiment, je vous incite. Il y en a 15 000. On n'en aura jamais fait le tour et on en trouve encore. Mais c'est l'apothéose de la langue française. Et puis ces contes, Micromégas, Candide, là, on rit, on est convaincu. Et vraiment, je suis en osmose avec ça. Je m'en rappelle, quand j'ai 5 ans, j'ai cette critique de Dieu, de ce rire à l'égard de la religion, ça me plaît, ça me parle, ça touche quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais ça touche en fait la liberté humaine, l'indomptable liberté humaine. Et voilà, ensuite, on ne cessera de cheminer ensemble jusqu'à plaider pour Charlie Hebdo dans l'affaire des attentats, dans la salle Voltaire. C'est comme ça qu'elle s'appelle. La cour d'assises de Paris, c'est la salle Voltaire. Ça, on ne peut pas l'inventer. Alors, le lieu, en fait, comme on l'a dit, le lieu... Et Georges Kejman aussi était au lycée Voltaire. Donc, vraiment, je ne vais pas te laisser parler toute une phrase. Je me prépare. Alors, on a ce lieu qui est plus complexe que, effectivement, en tout cas, l'image qu'on peut avoir de l'extérieur. On a évoqué sa création, mais c'est vrai que c'est un lieu qui est laïque, et puis qui avait une volonté au départ qui n'était pas laïque, puis qui est laïque, mais pas totalement, enfin bon, sur ça. Et le personnage de Voltaire est aussi un personnage complexe. On va rentrer dans les deux complexités au travers de cette nuit, en fait. Ah oui, parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre, mais enfin, l'histoire du Panthéon est vraiment savoureuse. Vous la lirez, mais en tout cas, dès le départ, ça devait être une basilique, mais en fait, ça aurait
la logique aurait voulu que ce soit une synagogue, mais finalement ça sera un temple laïque. Et puis après, il y a la restauration, donc on enlève la croix, on remet les bénitiers. Et puis Napoléon, lui, il fait les deux. Donc au premier étage, c'est l'église, et puis au-dessous, c'est Garde des grands hommes. Et la croix, on l'enlève, on la remet. Ça ne cessera de bouger jusqu'à Victor Hugo et la Troisième République, et la panthéonisation de Victor Hugo, où là, voilà, c'est fixé, c'est les grands hommes, et ça ne bougera plus. Mais c'est un bâtiment idée, en fait, qui ne cessera d'épouser les évolutions politiques de la France. Et quant à Voltaire, lui aussi, comme tous les êtres humains, il a aussi fait des erreurs, il a une part sombre, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'interroge, il y a 2 chapitres où je l'interroge sur son antisémitisme, parce que c'est un vrai sujet, et qu'il a eu des dérapages, mais c'est complexe. Sur son rapport aux traites négrières, là aussi il y a un sujet, et sur son homophobie, où là c'est probablement ce qu'il y a de moins explicable. Parce qu'il est à une époque où dans l'aristocratie c'est accepté, c'est relativement accepté, l'homosexualité. On est au XVIIIe siècle, son plus grand ami c'est Frédéric II, qui lui est ouvertement homosexuel, et il s'adore, et on ne comprend pas ses propos très très homophobes. Là il y a un sujet, mais en tout cas je passe pas ça sous silence, et je traite de tous ces aspects. Et avec ces 2 rencontres, je refuse moi-même d'idolâtrer qui que ce soit. Voilà. Effectivement, c'est les sujets qui sont abordés, des sujets typiquement, l'histoire qui avait rejailli de Voltaire avec l'histoire des traites négrières est abordée. On réexplique, on remet aussi en contexte ce qui s'est passé, parce que forcément, une fois de plus, c'est des choses qui ont été très très simplifiées et puis tout de suite oubliées. Et on a cette confrontation. Alors, on évoquait par rapport au lieu, ce qui est assez fascinant, c'est que au sein même du livre, c'est pas je m'assois, je suis devant la tombe de Voltaire, et puis on a ce voyage un petit peu, là, on cause ensemble. C'est pas du tout ça. On va monter, on va descendre, on va bouger dans ce lieu qui est absolument incroyable. J'ai dormi. J'ai somnolé 1 heure vers 4 heures du matin. Donc là, je commençais quand même à fatiguer. En fait, on vous installe à l'Hippico, si vous choisissez où. Moi, j'ai choisi de dormir avec les morts, vraiment au pied de la statue de Voltaire, qui est le seul à avoir une statue au Panthéon, mais vraiment en majesté. Alors on dit, mais vous avez peur, les fantômes. Franchement, dormir avec Zola, Jaurès, Hugo, ça va, on est en bonne compagnie. Et d'ailleurs, ils ont profité de mon sommeil, de mon demi-sommeil, pour venir tous, pour se réveiller tous et venir me voir et me parler. Donc il y a ce chapitre-là aussi où le cercle s'étend. Et non, oui, on est. Donc, à part cette heure où j'ai vaguement somnolé, oui, on monte, on descend dans l'escalier. J'avais ma lampe torche. On choisit la lumière, l'éclairage. Donc, j'avais choisi les dons, mais j'avais une lampe torche pour voir les détails. Avoir un bâtiment comme ça pour soi tout seul, c'est un rêve, vraiment. Qui n'en rêverait pas? Donc, je me suis baladé avec ma lampe. Regardez les moindres détails. J'étais fasciné. Et en fait, c'est un bâtiment qu'on connaît assez peu, qui n'est pas très visité. Et alors, j'ai été fasciné par la sculpture de Sicard, monumentale, à l'étage, qui est un hymne à la Révolution française, qui est Marianne au glaive, qui est guerrière, et avec cette magnifique devise révolutionnaire. Et aussi, je suis resté devant pendant très longtemps, qui est la dernière, le dernier mot de mon livre. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Ok, oui, voilà, c'est vivre libre ou mourir. Évidemment, ça résonne. Et au travers de tout ça, on va évoquer différents sujets. Alors, il y a l'histoire personnelle, il y a forcément l'histoire de la religion, Voltaire étant le pourfendeur. C'est le pourfendeur de l'infâme. Quand on relit ses écrits, c'est une obsession. Ce
qui est touchant et très émouvant, c'est qu'il était persuadé que c'en était fini du fanatisme, que le fanatisme n'avait plus que quelques années à vivre. Il en était sûr. Il écrivait, on est au siècle des Lumières, il y a du progrès dans tous les domaines, philosophiques, scientifiques, littéraires. Et c'est les philosophes qui sont sur le devant de la scène, les rois deviennent des philosophes, leurs ministres aussi. Et donc il est certain qu'il va voir le fanatisme disparaître, qu'en tout cas, ça ne lui survivra pas longtemps. Et 250 ans plus tard, je lui dis que, effectivement, pendant 250 ans, entre le Chevalier de la Barre et mes amis de Charlie Hebdo, il n'y a eu aucun mort pour blasphème. Et puis, il y en a eu 12 ans. Et puis ensuite, il y a eu Samuel Paty. Et puis ensuite, il y a eu Ivan Colonna, qu'on oublie, mais qu'on a aussi tué à cause de blasphème dans sa prison. Et donc voilà, j'ai ce dialogue avec lui, et là, il n'a pas été prophète. Le fanatisme est revenu, et c'est cette question que je lui pose. Comment on fait? Parce que le fait religieux, dans ce qui nous déplaît, c'est-à-dire l'intégrisme, le fanatisme, la version politique, revient en permanence. Et dès qu'il y a un vide, et ben ça revient. Et à essayer de le remplacer, c'était l'idée des révolutionnaires, de remplacer, parce qu'ils comprennent immédiatement qu'ils combattent le christianisme dans ce qu'il a de dogmatique. Ils comprennent qu'on ne peut pas le remplacer par rien, c'est impossible. Donc ils inventent une religion civile. Pour Robespierre, c'est le culte de l'être suprême. Pour les hébertistes, ça doit être le culte de la raison. Et puis un siècle plus tard, c'est la laïcité, le bien, le juste, le vrai. Il y a Auguste Comte, le positivisme, et puis il y a le communisme, qui est une sorte de religion. En fait, rien ne fonctionne sur le long terme. Tout cède. Et à chaque fois, la religion revient. Parce que c'est plus simple. Et parce que c'est selon Freud, la névrose obsessionnelle de l'humanité, selon Durkheim, le propre de l'homme, c'est attaché à la condition humaine. Et moi, je n'ai aucun problème. J'ai vécu dans un écosystème gentiment religieux. Donc, j'ai pas d'hostilité. Et puis en plus, ça s'est jamais imposé à moi. C'était très décontracté. J'en parle dans mon livre. Donc, j'ai évidemment pas d'hostilité envers la religion qui se vit de manière personnelle, comme une éthique, une morale, une spiritualité. Ce qui me pose problème, c'est quand je veux l'imposer aux autres. Et quand je dis aux autres, tu dois respecter mon dogme. Tu dois t'habiller comme ci, tu dois aimer celui-là et pas celle-là, tu dois te comporter ainsi, tu dois prier 5 fois par jour, tu dois faire tel jeûne, et si tu ne le fais pas, tu es un mauvais juif, un mauvais musulman ou un mauvais chrétien, et donc on t'écarte, et c'est quand la religion devient une identité, un communautarisme et une politique, au lieu de rester une spiritualité. Parce que là, ça entrave les libertés humaines, immanquablement. Et c'est ce combat-là que mène Voltaire, qui était déiste, qui croit en Dieu. Il disait que si la religion, que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il pensait que sans religion, l'espèce humaine sombrerait encore plus dans la barbarie et le manque de morale. Je rejoins Hugo d'ailleurs. Il disait croire est difficile, mais ne pas croire est impossible. Parce qu'il faut un sens, il faut une transcendance, sinon on se fait tous sauter la tête. Ça, c'est Malraux. Quand il dit le 21e siècle sera religieux, ne sera pas, la suite de la phrase, c'est sinon on va tous se faire sauter en l'air. Donc c'est toujours cette question de par quoi. D'ailleurs, c'était le premier titre que j'avais trouvé. Et là aussi, c'est les gens de Stock qui ont eu raison avec Dieu, mais le premier, c'était remplacer Dieu. Et le problème, c'était que Richard Malka remplaçait Dieu, alors là, ça faisait un peu mégalo. C'était moi qui préféré après Dieu. Mais c'est cette question que je pose à Voltaire. Par quoi on remplace ce besoin de croire en plus grand que soi? Effectivement, c'est comme tu l'expliques très bien à chaque fois, le retour permanent à la moindre interstice.
et l'incapacité de générer autre chose qui fait que, mine de rien, on est encore et toujours confronté à cette forme-là. Donc, et on parle bien de la forme fanatique. C'est-à-dire que là, il y a un très, très beau passage dans le livre quand la première confrontation sur la rencontre que tu fais avec le fanatisme, en fait, qui est une rencontre assez étonnante. Qui est une rencontre, en fait, effectivement, à Jérusalem. Je suis tout petit, et j'y vais parce que j'y vais tous les ans ou une fois tous les 2 ans, parce qu'il y a les familles de mes 2 parents qui sont en Israël. Et à Jérusalem, je vois des gosses de 3-4 ans, il fait 45 degrés, et je les vois en redingote, avec des chapeaux noirs, des gilets, et ça m'est insupportable. Il y a un truc insupportable. Et toujours aujourd'hui, cette image-là, ça n'a aucun sens. Comment Dieu pourrait obliger des gens à vivre comme au Schneetel où il faisait moins 20 degrés et de le faire quand il fait 45 degrés, et qu'est-ce que ça peut lui faire et comment on peut imposer aux enfants cette vie-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait mal de les voir, parce que pour moi c'est une violence en fait. Ça va pas, ça va à l'encontre de l'émancipation humaine. C'est absurde. Oui, c'est un non-sens, c'est une aberration. Et puis, ma mère me raconte que quand elle a 20 ans, qu'elle vient d'arriver en Israël, puisqu'elle a vécu, elle part du Maroc, elle va vivre en Israël. Mon père, lui, est en France, va la chercher, vraiment, vous saurez tout de ma vie. Va la chercher, enfin, va pas la chercher, mais on va en vacances en Israël pour voir sa famille, et puis il rencontre ma mère, et il veut la ramener en France, mais il se marie en Israël, il faut avoir je sais pas quel papier de rabbin, donc ma mère doit aller voir un rabbin dans le quartier orthodoxe de Jérusalem qu'on appelle Mea Shearim. Et là, elle ne sait pas. Donc, elle a simplement une robe ou un chemisier avec des manches qui s'arrêtent au coude. Rien de plus. Et là, elle se fait jeter des pierres. Dans ce quartier-là, qui est un quartier ultra orthodoxe. Et je pense qu'elle m'a raconté ça. Et là, pour moi, je sais pas, quand on est petit enfant. Quand on est un petit enfant, en fait, on veut toujours protéger sa mère. Et donc, j'en ai conçu de la haine à l'égard de ces gens qui jetaient des pierres à ma mère. Qui jetaient des pierres sans aucune raison, simplement parce qu'on voyait un bout de chair. Et voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai cette allergie au fanatisme religieux, mais je pense que ça remonte loin. Et il y a aussi la confrontation des 2 époques. C'est-à-dire que. Et au-delà de ces anecdotes, en fait, c'est la même chose pour toutes les religions. C'est pas Benoît XVI qui a fait le beau discours, le fameux discours de Ratisbonne à la suite de Charlie, qui a été tant reproché et qui a causé des morts lui-même, où il parle de la raison qui doit avoir une place centrale dans la religion. Il n'y a pas de religion sans raison. Et ça fait écho à un mouvement de réflexion qui est présent dès l'origine dans l'islam. Et c'était le sujet de mon premier bouquin, en particulier dans le mouvement métazilite, et qui va se transmettre au judaïsme, au christianisme ensuite. À partir du moment où on abandonne la raison au sein d'une religion, alors on va vers la catastrophe. Oui, je revenais sur l'histoire des deux époques, parce qu'en fait, à l'époque, Voltaire, la religion, c'est quelque chose de. Enfin, c'est la religion qui domine tout. Il est impossible de ne pas. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Mais bon, la confrontation des 2 visions du fanatisme des 2 époques. Bien sûr, c'est pas notre cas aujourd'hui, mais maintenant, il faut regarder les choses en face. Dessiner, ça devient dessiner sur la religion, ben vous pouvez plus. Critiquer la religion, rire de la religion, vous ne pouvez plus, parce qu'il faut respecter. Sinon, on se fait traiter de tous les noms. Des professeurs témoignent. Il y a eu une lettre il n'y a pas très longtemps dans le Nouvel Obs, ce n'est pas l'organe de l'islamophobie française, d'un professeur très à gauche
qu'il ne peut plus enseigner ni Victor Hugo, ni Flaubert, parce qu'on lui dit que c'est impur, et que ça va à l'encontre de la vertu religieuse. On ne peut plus enseigner la littérature. Vous avez en tête cette affaire où, à l'école, on ne peut plus montrer un tableau du XVIIe, je crois, parce qu'il y avait un nu. Donc, plus de littérature, plus de peinture, plus de liberté d'expression. Les professeurs sont coupés en deux, les journalistes aussi. Ça fait beaucoup. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire ça. Vraiment pas. Et ce qui est aussi traité dans le livre, c'est forcément ce glissement avec ces anti-islamophobes et le glissement de la gauche sur ce terrain-là, en fait. Juste une anecdote pour résumer tout ça. J'ai eu, c'est vraiment les plus belles joies qu'on ait faites dans ma carrière littéraire. Il n'y a pas très longtemps, un centre de droit civique pakistanais m'appelle pour me demander si je serais d'accord pour leur donner mes droits gratuitement. Il m'appelle pour me demander si je serais d'accord pour leur donner gratuitement mes droits sur mon traité sur l'intolérance, qui est mon précédent livre, où je parle d'une interprétation du Coran. Et c'est donc quelqu'un d'origine juive qui parle du Coran sur tout un livre, qui en donne une interprétation pour être diffusée au Pakistan. Et donc traduit en ourdou. C'est la langue du Pakistan, c'est proche du perse. Et ils ont fait cette traduction. Et sous le manteau, ils se donnent ça entre eux dans les milieux éclairés au Pakistan. Et évidemment, vous pouvez imaginer quelle joie ça a été pour moi d'appeler Grasset pour leur dire, voilà, on leur file tout, évidemment, gratos. Et donc, il y a un étudiant qui vient du Pakistan, qui a un doctorat dans une université française, actuellement, qui fait ces dernières années, donc, qui étudie en France, qui vient m'apporter ces traductions-là. Et donc, je suis très ému, je dis, mais comment ça se passe, en doctorat? Et là, il me dit, mais je suis avec des fous, je suis chez les fous. C'est-à-dire que lui, il sait ce que c'est que la législation pakistanaise sur le blasphème. Au Pakistan, dans la Constitution, il est écrit que si vous contestez que Mahomet est le dernier prophète, eh ben c'est un blasphème puni de la peine de mort. Et il me dit, mais ils savent ici que tous ceux qui sont actuellement poursuivis pour blasphème, ce sont des musulmans. Ils n'ont jamais voyagé ces gens-là, en fait. C'est fou. Et ça, ça résume assez bien, la bien-pensance, cette pensée, c'est ce mot, l'arme que constitue ce mot islamophobie pour interdire la critique, pour censurer l'aberration que cela constitue. On en vient, comme la Nussensal, à traiter d'islamophobes des musulmans. Et c'est Sandrine Rousseau, bien confortablement assise, bien bourgeoise, qui traite quelqu'un qui est de culture arabe de suprémaciste. Ça n'a aucun sens. Et c'est pathétique, ça pourrait être drôle. Et cet étudiant dit, mais je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment expliquer à des jeunes bourgeois français, moi, musulmans, en fait, ils sont du côté de l'oppression. Ils pensent être du côté de l'antidiscrimination, mais en réalité, ils sont du côté de l'oppression. Et c'est ça que je voulais expliquer. Et je n'aurai de cesse, et j'arrêterai pas de vouloir convaincre, et d'essayer de trouver les angles pour expliquer aux jeunes qui parfois sont mus par une pulsion de générosité qu'en fait ils sont du côté de l'oppression, en défendant qu'en fait ils défendent l'islamisme, pas les musulmans. Ils défendent l'islamisme qui enchaîne les musulmans, les intellectuels, les poètes, simplement ceux qui veulent vivre libre. Ils sont du côté de ceux qui tuent les musulmans qui n'ont pas envie de faire le ramadan.
comme ça s'est passé à Bordeaux il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ce livre est fait pour ça aussi. Vous l'aurez compris, il y a énormément de choses dans ce livre. En fait, le livre est ramassé, c'est le principe de la collection. Vous voyez, là, on a fait revenir effectivement les autres titres. Je ne sais pas si d'ailleurs il y avait une contrainte. Est-ce que si on arrive avec un manuscrit de 500, ça passe? Alors vraiment, on m'a laissé une liberté totale. Parce que c'est vrai qu'on voit que le format est un petit peu... c'est bien. Mais en même temps, chaque chapitre est magnifiquement construit et on va pivoter comme ça d'une thématique à l'autre, tout en étant totalement liés l'un à l'autre, au travers de cette nuit, au travers de ce lieu, au travers de Voltaire et des autres, et surtout au travers de Richard Maclin. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez pris des notes? C'est juste pour écouter, je prends des notes. Donc en fait, après Dieu, le titre Après Dieu, vous avez parlé d'une transcendance à inventer. Et c'est ça qui me interpelle le plus. Est-ce que vous allez faire appel à plein de personnes, questionner qu'est-ce que vous imaginez comme autre transcendance, etc. Donc moi j'ai une idée, mais je vous la présente. Ah non, mais allez-y. Et je suis... C'est-à-dire pour moi, le premier, l'être humain, le premier environnement qui est le plus proche, c'est l'environnement humain. Donc pour moi, le premier besoin humain, c'est de donner à chacun, quel que soit son niveau, un environnement humain de qualité. Humanisme. Une intellectualité, un environnement humain de qualité, ça veut dire hautement intellectuel, même si la personne est très faible, elle en capte toujours quelque chose en fait. Donc un mode de vie. Vous avez fait l'école, mais l'école ça doit être long life learning, ça doit être tout le temps, et ça doit être... Je crois qu'en fait, j'ai évidemment pas la réponse à mais cette si, question. vous allez nous en parler, parce qu'alors écrire un livre J'aimerais sur bien une autre transcendance et ne rien dire là-dessus. Si je l'avais, je serais... Oui, mais vous avez des pistes. Vous avez des pistes pour nous un petit peu nous stimuler à ce sujet-là. C'est des pistes en fait. Oui, ça c'est hyper intéressant. Qui sont les miennes, et puis chacun a les siennes, et puis surtout cette transcendance elle peut évoluer. Je pense qu'en tout cas pour moi ça n'aura pas été la même tout au long de ma vie. Ça a été peut-être des valeurs hédonistes dans une partie de ma vie, le plaisir, ça remplit bien une vie. Et puis ensuite c'est autre chose, ça peut passer à des valeurs épicuriennes, l'amitié, et puis ensuite ça peut être, et je pense quand même, en tout cas, après c'est un peu le dernier chapitre de mon livre, mais ce qui est certain, c'est que ce qui nous protège, à mon sens, des démons du dogmatisme, c'est la liberté d'expression. Évidemment, l'école est un pivot essentiel dans ce qui nous protège du fanatisme. Et puis, je crois qu'on ne peut pas se passer d'un dessein plus grand que nous. C'est pas possible. Sinon, rien sinon on est aux prises quand on ne croit pas, quand on n'a pas la foi dans le ciel. Alors, tout est absurde, plus rien n'a de sens. Il faut forcément trouver une ambition plus grande que soi. Sinon, à quoi bon? Voilà, moi je l'ai trouvé dans mes combats. Le combat est une transcendance. Le combat, alors ça peut être le combat pour ce que Voltaire appelait le bien du genre humain. C'était ça, c'était pour ça qu'il se battait. Ça fait un peu gnangnan, mais c'est le positivisme. Mais ça peut être... on a tous envie de participer. En tout cas, c'est nécessairement, à mon sens, une volonté, une ambition, un souffle, une ambition de puissance au sens nietzschéen. Il ne s'agit pas de faire la guerre, il y a une ambition de conquête des esprits, pour le meilleur, de progrès de la civilisation. Ça peut être les sciences. Chacun va trouver la sienne. Mais ce que je pense, en tout cas, c'est que, parce que c'est aussi unificateur,
ce plus grand que soi là. C'est fait pour ça, la religion, c'est fait pour ça. C'est ce qu'on a un peu perdu. Et c'est ce qu'on doit réinventer. Un plus grand que soi, un peu commun. Si on n'est plus lié par une ambition commune, alors tout se délite. Et c'est un peu ce qu'on dit. Excusez-moi. Merci. Je voulais savoir, pour sortir un petit peu de politique, pour revenir vers votre métier, quelle est la position des magistrats Je vous entends pas très bien. Pour sortir un peu de politique, mais pour revenir vers votre métier, sur le sujet, je voulais savoir si vous avez senti une évolution des magistrats dans le cadre de la liberté d'expression sur ces sujets-là. Leur appréhension du sujet avec les faits divers qui sont malheureusement succédés. Jusqu'à aujourd'hui, la justice tient bon sur la liberté d'expression. Et ça, il faut le savoir, je n'ai de cesse de le dire. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a bénéficié de davantage de liberté d'expression protégée par la loi qu'aujourd'hui, que vous ici dans cette salle. Donc utilisez-la. Il faut en user, parce que vraiment, ça fait, on a établi avec quelques autres depuis 30 ans une jurisprudence archi protectrice. Donc il faut l'utiliser. C'est ça notre garantie. Et sur ce terrain-là, parce que les caricatures et bien d'autres, il a fallu se battre. Mais n'empêche qu'on a gagné. Donc c'est pas de toute éternité, c'est jamais acquis pour toujours. Je vois les dangers aujourd'hui. Est-ce que les nouvelles générations de magistrats seront les mêmes que celles devant qui je plaidais jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas, on peut avoir quelques craintes. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça tient. Alors moi, c'est une question, en même temps, je ne sais pas s'il y a véritablement de réponse. Les espèces de contresens, c'est-à-dire par exemple, une personne se rend à un rassemblement par rapport à Charlie Hebdo, et pour autant signe des tribunes en disant quand même Charlie Hebdo est islamophobe. Et tous ces contresens qui sont partout, en fait. Et comment on ouvre le dialogue avec ces personnes-là et comment ne pas l'attaquer, ne pas, je sais pas, mais comment comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que la pédagogie? Oui. C'est convaincre. Alors, certains, c'est trop tard. Ils sont dans la secte, donc ils ne sortiront plus. Mais il y a quand même... ça marche. Moi, je vais dans des écoles parfois, et on voit les petites lumières, ça s'allume, la liberté, l'appétit de liberté, le goût de la liberté, il faut l'allumer. Je dis aux gosses, mais tu sais, tu as le droit de t'échapper, de rompre avec ta communauté, avec ta famille si ça ne te plaît pas. C'est ça, et on le fait tous, il faut un peu couper le lien. C'est ça, devenir adulte et de se trouver soi-même. Ça aussi, ça peut être une transcendance. T'as tous les droits en fait. Et t'as tous les droits parce qu'on est en France. Et c'est rare en fait, les pays donnent ces droits-là de s'émanciper de tout. Alors ils peuvent être choqués d'entendre ça. Mais n'empêche qu'on voit que il y a quelque chose qui s'allume. C'est pas tout à fait perdu. Il y a une petite graine qui est plantée. Et puis il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont mus par un truc généreux. Il faut le regarder. C'est un truc de tolérance. Et là, il y a quelque chose qu'on a vraiment merdé dans la transmission des valeurs. C'est-à-dire qu'on leur a pas dit que la tolérance, c'était pas tolérer ce qui était intolérable. Parce que sinon, on est complice de l'intolérable. Et donc, il y a un truc où on n'a pas su leur transmettre. La méfiance que l'on doit avoir, que l'on soit croyant ou pas, à l'égard des religions et de ceux qui vous disent que Dieu leur parle à l'oreille pour interpréter les textes, et parce que c'est un instrument de pouvoir en fait. Et on n'a pas su transmettre les valeurs, le sens, l'idéal, l'utopie qu'est la laïcité, l'universalisme.
pas su transmettre l'idée qu'on avait le droit d'être, pour citer Elisabeth Badinter, différent de ses différences, ou indifférent à ses différences, ce qui est l'universalisme. Les statistiques officielles montrent que les jeunes ont tendance à être beaucoup plus portés sur la religion et le fait religieux est moins intolérant que les précédentes générations qui ont pourtant bénéficié de cette liberté d'expression. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est juste une question de transmission que les parents n'ont pas su assumer? Non, j'explique ça par... il y a on était... Alors, dans ma génération, il y a une dégénérescence de l'antiracisme qui est très bien. Et c'est des jeunes qui sont au contact avec des populations qui vivent des véritables discriminations. Elles existent. Elles sont réelles. Donc ils sont sensibles à ça. C'est leurs copains, c'est leurs copines. Et c'est très bien. Sauf que quand l'antiracisme devient de la complaisance à l'égard d'une religion dans ses pires aspects, et en l'occurrence d'un islam rigoriste, bah c'est en fait, ils militent pour le contraire que ce à quoi ils aspirent. C'est-à-dire qu'ils alimentent eux-mêmes l'oppression alors qu'ils pensent être dans un combat contre les discriminations. C'est compliqué. Mais en fait, il faut simplement prendre le temps de l'expliquer, trouver les mots. Il y a évidemment les réseaux sociaux sont essentiels dans ce dispositif. La propagande qui a lieu sur les réseaux sociaux. Nos ennemis, eh bien, sont beaucoup plus présents que nous. Et ils utilisent ça très bien. Et le Qatar fait ça très bien, avec sa chaîne AJ+. Et nous, on n'y va pas parce qu'on se dit, c'est pas là, on sait pas faire, c'est pas notre truc, on préfère parler à des gens qui ont les mêmes codes que nous. Et on a abandonné. Et puis, il y a une responsabilité de la gauche. Il y a une vraie responsabilité de la gauche, qui s'est fourvoyée, qui donne le là culturel. Alors, il y a une prise de conscience aujourd'hui. Il y a un peuple de gauche qui résiste. Il y a une partie de la gauche qui a évolué. Mais il y a une vraie responsabilité. On a perdu énormément de temps. Et puis, il y avait un angélisme. En 1989, à part Elisabeth Badinter, Régis Debray et quelques autres, sur l'affaire du voile de Creil, habituellement, on fixe là le début des problèmes. Un par eux, tout le monde se disait, et je le comprends, c'est pas une histoire de 3-4 voiles qui va mettre la République en danger. On paye toutes ces erreurs. Et il a fallu 15 ans pour arriver à la loi de 2004. C'est long. J'ai une dernière question. Donc vous avez fait une expérience quand même tout à fait particulière, puisque vous étiez dans un endroit qui était un temple, enfin un temple révolutionnaire, mais un temple quand même, dans le silence, sans lumière, tout seul. Est-ce que pour vous, ça a été aussi une rencontre avec vous-même et une expérience mystique? Alors, effectivement, ce n'est pas parce que on est athée qu'on n'a pas de mystique. C'est compatible. Après, je suis très rationaliste quand même. Donc, est-ce que ça a été une rencontre avec moi-même? Non, je ne peux pas dire ça. Ce qui m'a le plus troublé, c'est effectivement l'heure de ce demi-sommeil où là, j'étais habité par tous ces gens qui sont venus me parler. J'ai eu un sommeil très agité, qui n'est pas très fréquent chez moi. Donc il s'est passé quelque chose. Bien, merci beaucoup. On va Merci passer à la dédicace. Je vous demanderai simplement de replier vos chaises pour qu'il y ait un petit peu d'espace.